très heureux de vous voir aussi nombreux pour cette conférence sur l'IA à et pour l'école, les actions et les perspectives. Et aussi très honoré de ce panel d'intervenants. Ce qu'il faut vous dire, c'est que cette table ronde fait écho à une table ronde qu'on a organisée lors de l'événement Infine avec des chercheurs. On a travaillé, on a fait le constat, on a posé le constat de l'apport de l'IA dans l'enseignement. Et là maintenant, puisque c'est notre leitmotiv à la direction du numérique pour l'éducation du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, de faire ce lien entre le laboratoire et la classe. Donc pour ne pas perdre de temps, on va interroger et on va se présenter les uns et les autres au moment des questions. Mais je voulais d'abord encore à nouveau vous accueillir chaleureusement. Je suis Philippe Ajuelo, je suis l'administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes sources du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et je vais interroger notre premier intervenant, Alain Tillet. Alain Tillet, vous êtes police officer, expert national détaché auprès de l'unité C4. Ça fait très James Bond, hein, Alain. Hein. C'est explosif. À la Commission européenne, donc éducation et culture digitale. Vous avez énormément contribué à la conception et aussi à l'évaluation des technologies numériques pour l'éducation. Alors pourquoi la Commission s'intéresse autant à l'IA? Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des guidelines qui viennent de sortir? Oui, tout d'abord, merci au ministère français de nous inviter à présenter les résultats, les lignes directrices ou recommandations que la Commission vient de publier le 25 octobre dernier sur l'utilisation, pour engager à une utilisation éthique de l'IA et des données en éducation pour les éducateurs. Alors, cette question de l'IA n'est pas une question nouvelle pour la Commission européenne, puisque depuis 2018 au moins, et le groupe d'experts de haut niveau et ses productions sur les recommandations pour une IA de confiance, donc qui nous ont servi bien entendu de base. D'autres questions qui sont autour de toutes les questions du Data Act qui lui a été publié, de l'AI Act qui est en discussion à l'heure actuelle et qui devrait aboutir dans le courant de l'année 2023, dans le premier semestre, je pense, de l'année 2023, en discussion entre la Commission et le Parlement européen. On devrait avoir une régulation effectivement assez large qui touche tous les domaines. Pour autant, dans le cadre du plan d'action numérique pour l'éducation, donc en anglais, et je le dis tout de suite pour pouvoir trouver le document en question et le télécharger et le regarder, donc il est dans toutes les langues avec d'autres matériaux. Il suffit effectivement de taper DEAP, Digital Education Action Plan, donc DEAP, action 6, et le mot éducation, et vous allez tomber sur la page et sur les documents à télécharger. Donc je le redirai à la fin, mais c'est important. Et si vous faites la même chose avec action 7, vous aurez les guidelines sur la désinformation, la lutte contre la désinformation, puisque ce sont les deux livrables qui, dans le cadre de ce plan 2021-2027, plan en 13 actions, plus un Digital Education Hub auquel vous pouvez participer, c'est ici une action donc, de long cours. Bien sûr, pourquoi des guidelines, pourquoi des recommandations sur l'utilisation éthique de l'IA en éducation? Il existe d'autres guidelines, que ce soit l'UNICEF ou que ce soit l'UNESCO ou l'OCDE. On a travaillé aussi avec ces organisations et c'est le fruit d'un travail d'une année, d'un groupe d'experts de différentes disciplines pour aborder la question de l'IA dans le contexte d'enseignement et d'apprentissage. Et je crois que c'est ça le plus important. Alors pourquoi ces recommandations et que contiennent-elles? Des recommandations parce que l'IA et les données sont utilisées massivement aujourd'hui dans tous les domaines de notre vie économique et sociale, et l'éducation n'y échappe pas en réalité. Donc autant essayer d'anticiper, de se préparer, de développer, on va dire, un certain nombre de réflexes et de questions à se poser, ainsi que quelques démarches pour engager les écoles à aborder sereinement et à utiliser d'une manière confiante, d'une part, raisonnée, critique et éthique. Donc, alors que contiennent comment on a procédé? On a procédé ici avec... tout d'abord, on est parti des représentations et des mésinterprétations possibles pour tordre le cou à quelques idées et sortir
de quelques commentaires qui font le buzz ou du sensationnel, parce que dans tout cela, il n'y a rien de sensationnel. Il y a des choses qu'on connaît depuis assez longtemps, il y a des choses nouvelles, il y a des possibilités de calcul et des possibilités nouvelles qui engagent effectivement à apporter probablement des solutions dans certains domaines, pour certaines actions, pour certains apprentissages. Et c'est un petit peu cela qu'il faut tous ensemble, je dirais, explorer de manière un petit peu guidée et de manière un petit peu commune. L'idée, c'est que tout d'abord, donc, on est parti des mésinterprétations, on est parti aussi de l'idée qu'il fallait donner au plus grand nombre les domaines et donner des cas d'utilisation générique, des domaines dans lesquels on peut utiliser, soit pour l'apprentissage des élèves, soit pour l'accompagnement de l'enseignant dans son apprentissage avec les élèves, et un petit peu également dans l'organisation de la vie scolaire de l'établissement, puisque ce sont vraiment les trois domaines, je dirais, très concrets, très pratiques. Puis on a enchaîné sur une série de considérations éthiques et pratiques. Considérations éthiques qui partent des 4 principes de l'éducation, qui est de garder l'agentivité. Alors je suis désolé pour ce nouveau terme, je pense, mais c'est le terme agency en anglais, qui est... c'est pas une simple autonomie de l'enseignant, mais c'est garder la capacité de raisonner, de réfléchir et de décider dans la main de l'humain qui utilise les solutions, les ressources qui lui sont proposées. Il y a bien entendu les questions d'équité, il y a les questions de justification des choix et de droits humains. Donc en fait, on part des valeurs humanistes qui font l'Union européenne, hein, et sur lesquelles on est très très différent, je dirais, de nos voisins de l'Asie ou de l'Amérique du Nord en particulier. Je finis, Philippe, sur deux points. Donc ensuite, on a développé des cas d'usage et des questions, une série de questions qui sont à appliquer, et on a appliqué ces questions à ces cas d'usage. Donc en fait, c'est toute une démarche en réalité que vous allez trouver selon les types d'objectifs que vous vous posez dans l'apprentissage pour les élèves, dans l'accompagnement pour les enseignants. C'est vraiment cela, c'est un point de départ. Bien entendu, derrière, il y aura des exemples et des cas plus concrets, mais on en parlera dans la deuxième partie. Et le troisième point et dernier point, on a osé aussi utiliser le référentiel de compétences européennes, le DIGCOMP et le DIGCOMP-EDU. Le DIGCOMP a été, donc, que vous connaissez plutôt pour les Français par le CRCN, le cadre de référence des compétences numériques, ou dans PIX avec ses adaptations. On a utilisé effectivement cette possibilité pour explorer les indicateurs et donc traduire à chaque fois, idem dans le glossaire. Le glossaire, il est glossaire technique partagé, mais le glossaire, il est comment en éducation ça s'applique. Donc c'est vraiment cette démarche-là qu'on a fait sortir, un petit peu à la démarche du selfie pour les écoles, de cet outil d'autoréflexion européen que les écoles peuvent utiliser pour construire ensemble, au niveau de l'école, au niveau de l'établissement, enseignants, élèves et cadres, un plan d'action, une réflexion et un plan d'action. Donc on est vraiment sur ce point de départ. Et on espère bien entendu que vous nous donnerez des retours et des feedbacks sur l'utilisation de ces guidelines. Merci, merci Alain. Isabelle Rose, bonjour. Vous êtes inspectrice de l'éducation nationale du premier degré, sous-directrice recherche et développement de la direction régionale de la région PACA et en particulier du pôle Aix-Marseille. Vos thèmes de recherche concernent les interventions autour de la conception, du développement et de l'évaluation de technologies numériques pour les apprentissages. Alors on voudrait commencer par un cadre général, s'il vous plaît, de préciser d'après vous et d'après votre expérience acquise, quel est l'apport de l'outil numérique pour les apprentissages de manière générale dans un premier temps. D'accord, merci, bonjour à tous. Donc effectivement, vaste question. On va essayer de rester assez large et puis j'ai choisi une entrée, déjà redéfinir ce que c'est qu'un apprentissage. Un apprentissage, ça veut dire qu'à un moment donné, l'élève va sortir de l'école avec des savoirs et des compétences qu'il n'avait pas auparavant. Et peut-être resituer aussi ce qu'on entend par le numérique. Alors le numérique, on l'emploie assez souvent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il y a un outil avec lequel les élèves vont apprendre. Il y a des ressources et tout ça va être mis dans un environnement dans lequel il va évoluer. Donc à partir de ce moment-là, moi je reconsidère un petit peu ces deux entrées, c'est-à-dire la pédagogie, c'est-à-dire que le numérique doit être quand même
doit permettre d'augmenter les possibles pédagogiques pour l'enseignant. C'est-à-dire à un moment donné, j'enseigne de manière ordinaire dont j'ai choisi, et je veux faire quelque chose en plus que je ne peux pas faire avec mes outils ordinaires, et je vais avoir recours au numérique pour permettre un petit peu d'augmenter ma pédagogie. Et ensuite, je ferai un deuxième volet sur l'acquisition nécessaire pour développer le futur citoyen, pour qu'il s'adapte à la société de demain, sur l'acquisition de compétences numériques. Donc c'est vrai que j'ai choisi 3 entrées sur cet aspect-là, c'est-à-dire le numérique comme accès, consultation des ressources. Alors, vague sujet, c'est-à-dire que le numérique permet effectivement des ressources infinies. Donc là, tout est notre rôle aussi d'éduquer ces élèves-là, donc des vidéos, des exerciceurs, des textes, donc, et de permettre à l'élève un accès complètement ouvert à la connaissance. La deuxième entrée, ça va être le côté plutôt conservation des traces. C'est-à-dire qu'en pédagogie, le numérique va permettre de conserver les traces, mais 2 types de traces. C'est-à-dire la donnée, comme ça a été évoqué tout à l'heure, et on y viendra avec le sujet actuel. C'est-à-dire toutes les données que l'élève va laisser quand il va utiliser le numérique, mais également ces traces d'apprentissage, ces traces lorsqu'il recherche, ces traces lorsqu'il apprend, ces traces de progrès, ces traces d'évaluation qui sont quand même un objet important pour le pédagogue qui est l'enseignant au sein de sa classe. Et ensuite, la dernière plus-value là-dessus, c'est aussi l'interaction et la collaboration que permet l'outil numérique dans et hors la classe. Et c'est vrai que ces élèves qui apprennent des savoirs au sein de la classe peuvent avoir cet accès, et on l'a vu, et on continue à le voir en dehors de la classe. Et c'est le point que je voulais insister, c'est-à-dire que c'est un outil justement qui va amplifier tout ça. Hors la classe, cette continuité pédagogique que l'on va pouvoir faire, alors cette continuité à la fois dans le parcours de l'élève, de la maternelle jusqu'à la fin du cycle terminal, mais cette continuité, et qui nous interroge aussi, école, famille, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va sortir en dehors de ces espaces. Et après, peut-être permettre aussi à l'enseignant de faire varier un petit peu sa pédagogie et de changer son espace classe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je fais entrer un outil dans ma classe, et comment je vais repenser mes apprentissages pour que l'élève apprenne mieux. Et ensuite, le côté, ce que je disais, compétences numériques, on se doit, quoi qu'il en soit, tout enseignant, même s'il ne souhaite pas utiliser des fois certains outils, on se doit de développer les compétences numériques des élèves. On l'a évoqué tout à l'heure, il y a un cadre de référentiel des compétences numériques, et l'enseignant se doit d'appliquer ce cadre. Souvent, je dis et j'échange, on met un enfant à l'école à 2 ans et demi, il en ressort en gros à 25 ans. Donc il y a un quart de siècle où l'élève nous est confié. Et pendant ce quart de siècle, il faut que nous, on s'adapte pour que quand il va sortir de ce système-là, il soit en tout cas en capacité d'évoluer dans cette société-là. Alors tout ça, il y a des points quand même de vigilance. On entend beaucoup ce qu'évoquait tout à l'heure Alain Tillet, on entend beaucoup aussi de lieux communs. Le numérique développe l'autonomie des élèves. Ben non, si on n'a pas appris un élève à être autonome, il ne sera pas autonome si on lui met un ordinateur dans les mains. Beaucoup aussi de points de vigilance. Je parlais de cette connaissance ouverte à tous. On fait attention, multiplicité de supports, multiplicité de ressources. L'élève peut être en difficulté face à ça. Et puis cette multiplicité aussi de pratiques vis-à-vis de l'enseignant. Moi, je reste vigilante. Alors, un élève du 1er degré, il a un enseignant. Généralement, il y a une pratique. Ça va. Quand on arrive au collège ou au lycée, on a plusieurs enseignants, et puis on a l'enseignant de français qui utilise une certaine plateforme avec certains outils, et puis un autre enseignant qui utilise encore une autre plateforme. Et là, tout le rôle de l'encadrement est essentiel, parce qu'il faut quand même un petit peu protéger nos élèves, et c'est à l'éducation de s'adapter pour que les élèves puissent augmenter tout ça. Donc, j'y viendrai peut-être après. On a un réel enjeu à la fois d'une éducation, et puis d'aller aussi vers on va dire, développer ces fonctions exécutives qui vont permettre à l'élève de travailler sa mémoire de travail, son attention, sa concentration et aussi sa planification des tâches. Moi, je suis sûr que les personnes qui sont dans la salle et qui nous rejoignent de plus en plus nombreux
et ceux qui vont nous regarder en captation auront envie de venir dans les classes où c'est déployé. Et en tout cas, ça donne envie d'aller voir sur place. Alors justement, Axel Jean, ça va me faire bizarre de vous voyer, mais vous êtes chef du bureau de l'innovation numérique et de la recherche appliquée, donc à la direction numérique pour l'éducation au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Vous travaillez depuis plusieurs années, notamment avec Alain Tillet, à l'époque, à la conception, à l'implémentation, à l'évaluation des outils technologiques basés sur l'IA, des outils technologiques éducatifs, donc basés sur l'IA. Que pouvez-vous nous dire sur la personnalisation des parcours de formation que permet l'IA? Parce que ça a été évoqué à plusieurs reprises, mais c'est quoi concrètement cette personnalisation? Alors, en effet, on a travaillé ensemble sur ces sujets-là depuis assez longtemps, et y compris avec Isabelle Ross et les délégués académiques au numérique éducatif. Sur la personnalisation des apprentissages, c'est clairement quelque chose qui n'est pas lié à l'IA, mais l'IA, l'intelligence artificielle, va permettre de tenir des promesses anciennes autour de la personnalisation. Ces promesses sont celles que vous connaissez sans doute autour de Vygotsky, la zone proximale de développement. Proposer des activités qui soient au bon niveau, et Vygotsky précise avec l'assistance de quelqu'un pour faire cette première marche en avant. Et deuxième, travaux très anciens, ceux des bingos, rappeler au bon moment, des rappels expansés dans le temps pour ancrer, stabiliser l'apprentissage. Chacun sait que nous n'apprenons pas de manière linéaire. Il ne s'agit pas de réussir un premier parcours. Il s'agit d'avoir des parcours qui me font travailler au bon niveau et des rappels expansés dans le temps qui permettent de réactiver pour stabiliser ces apprentissages-là. On sait aussi tous que la maîtrise de cette compétence-là se fait quand on est en capacité de réinvestir la connaissance, la compétence, dans un nouveau contexte. C'est ça qui correspond à une maîtrise. Donc l'IA va venir assister les choix du professeur en lui faisant des propositions, des suggestions au bon niveau, élève par élève. Donc on va personnaliser les apprentissages. Et je vais prendre un tout petit temps pour le distinguer d'individualiser les apprentissages, parce que chacun sait que, comme Isabelle l'a dit, on nous confie des élèves jusqu'à 25 ans. Une fois qu'on est autonome, on peut apprendre seul, mais bien avant, donc pendant les 25 premières années, on apprend. Apprendre, c'est un fait social. Donc on apprend avec les autres, toujours au contact des autres, en se frottant avec les pairs, et évidemment sous le regard bienveillant et exigeant du professeur, qui peut être assisté par un système d'IA qui n'oublie rien des traces d'apprentissage, des succès et des erreurs, qui n'oublie rien des moments où il faut réactiver pour le besoin de chacun. Et naturellement, dans une classe, l'effet de moyenne ne parle qu'à 1 ou 2 élèves. Donc l'IA vous permet d'adresser les besoins de chacun, par exemple, en ayant des groupes de besoins. Tout le monde fait des groupes de besoins, mais personne ne recompose ces groupes de besoins après chaque activité ou après chaque besoin de compétence. L'IA peut faire ça à la volée. Donc on a des systèmes qui sont des systèmes scientifiques dans la conception autour de la nature des IA qui sont mobilisés, des grands laboratoires de l'INRIA, du CNRS, de Bretagne, Supaéro qui étaient mobilisés dans les systèmes qui ont été développés, des grands scientifiques de la didactique, parce qu'un système aussi bon soit-il sur la technologie ratera sa cible s'il n'est pas modelé, co-construit avec des didacticiens qui savent. Et on ne veut absolument pas avoir des systèmes qui se développeraient tout seuls et qui proposeraient des parcours qui viendraient de nulle part. En fait, on se base sur ce qu'on sait déjà des didacticiens en mathématiques et en français. Et le troisième point, le plus central, et j'en reviens aux missions accomplies par Isabelle Ross et par les DAN et les DRAN, il faut que cela soit co-construit avec des professeurs sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'on fait de la recherche et développement appliqué. Chacun sait qu'on peut avoir un très beau prototype en laboratoire qui soit exemplaire et pertinent, efficace avec un fort potentiel, mais qui ne réussisse jamais le passage à l'échelle. Donc notre rôle, c'est de faire se rencontrer le meilleur des trois mondes, le monde scientifique sur la nature de l'IA, le monde scientifique sur la nature des didactiques, et le monde scientifique empirique sur l'expérience des professeurs. Donc voilà en quoi on essaie de proposer des parcours qui soient le plus personnalisés possible, en fait, autour d'un partenariat d'innovation intelligence artificielle et de développement de ressources qui soient développées par exemple, dans le cadre des supports et du HUP. D'accord. Donc, alors moi, je suis très impressionné, même si je connais un peu le sujet. Et pour ceux qui nous écoutent ici, c'est quoi exactement, Isabelle,
l'usage des enseignants en classe réellement. Merci Axel, je vais quand même rebondir parce que ce qui est important, c'est qu'on a... moi, je vais remettre ça un petit peu au sein des 4 piliers d'apprentissage. 4 piliers d'apprentissage. Axel Jean en a parlé d'un, la consolidation, la mémorisation, c'est-à-dire permettre à l'élève de lutter contre l'oubli, qui est relativement naturel, et de pouvoir s'adapter à tous ces principes-là. Donc ensuite, j'irai sur le deuxième pilier d'apprentissage qui est le retour d'information, le feedback immédiat. Et là, j'étayerai un petit peu plus, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans les classes, les solutions d'IA permettent justement cette réponse immédiate de j'essaye, on a un cerveau très prédictif, j'essaye, la machine me dit oui, tu as réussi dans la seconde qui suit, donc mon cerveau, c'est bon, va ancrer cette connaissance, et puis des fois, il va me dire non, tu as échoué, et à ce moment-là, il va falloir que mon cerveau soit flexible pour adapter une autre solution. Et là, dans ces solutions d'intelligence artificielle qui nous sont proposées dans le premier degré, on a en plus la réponse avec des petites capsules vidéo, des petits exercices, des petites solutions qui sont en plus adaptées au niveau de l'élève. Donc ça permet d'avoir en plus une différenciation pédagogique que ce que l'enseignant ne pourrait pas faire de manière aussi rapide dans ce côté de feedback. On a également le côté engagement actif des élèves, c'est-à-dire qu'on les rend acteurs de ces apprentissages. C'est un mot qu'on entend souvent. Et comment on fait pour rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages? C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont s'engager dans la tâche, et on sait que quand on s'engage dans une tâche, on la mémorise mieux que si on est passif et qu'on nous fait passer des savoirs en face du professeur. Et tout ça, ça va susciter le dernier pilier d'apprentissage qui est l'attention, et on va avoir des élèves d'autant plus attentifs. Pourquoi? Parce que les ressources proposent, grâce à toutes ces données qui ont été engrangées, des activités qui sont vraiment propres à l'élève dans son processus d'apprentissage. Donc nous, ce qu'on a vu en classe et comment que les enseignants l'utilisent, ils l'utilisent à tout moment. Ils l'utilisent à la fois en situation des fois de recherche, énormément de séances en apprentissage, en mettant les élèves en îlot, mais également en termes de remédiation. Et ce qui est important pour l'enseignant, et ce qu'il apprécie justement dans ces solutions d'intelligence artificielle, c'est ces tableaux de bord qui sont mis à sa disposition. Et pourquoi? Parce que souvent, c'est l'enseignant qui le fait. C'est-à-dire, il va opérer dans sa classe, il a sa petite fiche, il note réussi, pas réussi, mais il est seul, ils sont souvent 25 ou 30 dans la classe. C'est difficile d'avoir un travail aussi précis que ce que peut faire l'intelligence artificielle. À côté de ça, on a des difficultés ou des réussites qui sont ciblées, comme je disais, dans le processus d'apprentissage, c'est-à-dire on n'arrive pas sur un résultat, c'est-à-dire que tout est analysé dans chaque phase de ce que l'élève va faire, ce qui va permettre de cibler plus rapidement la difficulté, c'est-à-dire que l'enseignant, grâce au tableau de bord, dit c'est à ce moment-là que l'élève, il y a eu un décrochage, il va falloir que j'agisse là-dessus. Et la plateforme propose des activités de remédiation. Et ce qui est important, et c'est là où on a dû former, nous, les enseignants, parce que ça fait un petit peu peur, l'IA, Alain Thiel le disait tout à l'heure, de se dire, mais nous, on est dépossédés. Et en fait, on les a fait former sur ouvrir cette boîte noire de l'IA. Et on en a fait un objet d'étude dans la région académique. Donc, on a un groupe qui travaille sur l'intelligence artificielle et qui publie chaque mois une newsletter qui s'appelle La Boîte Noire, traduite en anglais, voilà, donc a priori c'est une première en Europe, donc français-anglais, qui donne des petites notions sur l'intelligence artificielle pour dédramatiser. Et ce qu'on dit aux enseignants, c'est qu'à tout moment, ils ont cette liberté pédagogique et cette liberté d'action. C'est-à-dire, et je reprends tes termes, c'est bien un assistant à la pédagogie et qui permet à l'enseignant de gagner du temps. Moi, je leur dis, le tableau de bord, vous le faites, vous perdez du temps, ça n'a pas de plus-value pour vous en termes pédagogiques. Par contre, vous êtes l'expert pédagogique, vous avez un tableau de bord, vous pouvez vous appuyer dessus. À tout moment, vous pouvez dire, non, là, ça ne me convient pas. Mais par contre, tout ce temps-là, vous le gagnez en création de contenu pédagogique ou d'apport pédagogique dans la classe. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. C'est vrai qu'on insiste sur ce point. Il s'agit bien de développer des services d'assistance auprès du professeur,
comme ça a été très bien dit par Isabelle Ross, l'expert pédagogique dans la classe, aucun doute, c'est le professeur, toujours. Dans la complexité d'un apprentissage, il accède à des informations bien plus complètes que ne le pourra jamais un système basé sur de l'intelligence artificielle. En revanche, le système d'intelligence artificielle va permettre de le décharger de tâches très chronophages et donc il vient en renfort du professeur. Le professeur venant compléter cette palette d'informations de sa connaissance fine du parcours d'apprentissage d'un élève. Je prends un exemple très simple quand même. Un enfant qui n'aurait pas mangé la veille, dont les parents sont disputés la veille, va échouer sur une activité. Le système d'IA pourrait dire il faut qu'il bascule de groupe et le professeur pourrait très bien dire non, non, je le maintiens dans ce groupe-là, je sais que son parcours est perturbé par quelque chose qui n'est pas que pédagogique. Donc c'est très important de border le système d'IA. La question n'est jamais de savoir ce que peut faire l'IA, mais ce qu'elle doit faire sous le contrôle de l'enseignant. L'expert pédagogique, c'est l'enseignant. Madame Isabelle Prodhomme, vous êtes directrice du Lab Innovation au CNED, établissement qui gère l'enseignement à distance, avec toutes ses spécificités, tous ses enjeux et toute la dynamique d'innovation possible sur ces sujets-là. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous témoigner, nous partager les expérimentations actuelles ou auxquelles vous travaillez avec votre équipe pour le développement d'outils qui soient basés sur de l'IA dans la charge des missions qui vous sont confiées? Oui, bonjour à tous. Alors, nous, on est dans un modèle un petit peu différent de celui que vous décrivez, c'est-à-dire que nous, nos élèves sont en apprentissage avec une grande part d'autonomie, ils font leur scolarité entièrement à distance. Donc, nous n'avons pas de reproduction d'un groupe classe avec un professeur pour 25 ou 30 élèves, donc ils sont beaucoup en autonomie. Donc, on ne peut pas forcément faire intervenir un enseignant pour venir utiliser l'intelligence artificielle, ce qui fait que nos axes d'expérimentation sont plutôt de pousser le potentiel de l'IA pour voir ce qu'elle peut apporter en matière de pédagogie différenciée, vous en parliez tout à l'heure, mais de manière autonome. Et jusqu'où on peut aller sur ce modèle-là. Donc composer un parcours de séance de travail adapté à l'élève en fonction de ses besoins et en fonction de ses difficultés, de manière entièrement automatisée, sans faire intervenir un professeur. Donc c'est une expérimentation, jusqu'où on peut aller, est-ce que ça marche ? Et également un test diagnostique qui passe en revue l'ensemble des connaissances. Donc derrière tout ça, il y a forcément un référentiel de connaissances et de compétences qui est travaillé avec des experts en sciences cognitives. Mais le moteur d'intelligence artificielle est capable de composer des exercices spécifiques en fonction des réponses des apprenants, de manière à faire un diagnostic complet de l'état d'acquisition des notions et de pouvoir proposer des remédiations ciblées. Et tout ceci en autonomie. Donc ça fait partie de nos expériences. L'empreinte mémorielle aussi, comme vous le citiez tout à l'heure, l'idée c'est de pouvoir proposer des rappels sur des notions essentielles à des moments clés pour basculer dans la mémoire à long terme ces notions. Et pareil, sans remédiation d'enseignants, c'est ce que nous testons. Et sur ce modèle-là, comme le disait Isabelle tout à l'heure, c'est très important de voir l'engagement. Et là, c'est pareil, on ne peut pas avoir des enseignants qui travaillent sur l'engagement. Donc nous, on travaille l'engagement à travers les interfaces. Comment, sur le plan de l'ergonomie ou éventuellement de la gamification, on peut amener les élèves à mieux s'engager et à être à l'aise dans leur autonomie de travail, dans leur parcours d'apprentissage. Et également, puisqu'on est dans cette configuration, nous testons également une intelligence artificielle sur l'accompagnement de l'élève. Dans sa journée de travail, il peut avoir des questions, il peut se sentir bloqué. Et là, nous ne pouvons pas avoir des enseignants qui lui répondent en direct. Donc on a une intelligence artificielle qui se présente un peu sous forme de chatbot, et qui est en capacité de répondre à l'élève de manière instantanée sur une question à laquelle il se pose dans son cours. Alors ça ressemble à un chatbot, mais derrière il y a bien un algorithme d'intelligence artificielle qui au préalable a ingéré tout le corpus de cours de l'année scolaire complète, sous tous les formats, texte, image, vidéo. Et sur une question de l'élève, l'IA est en capacité de fournir une réponse précise, mais qui est en fait un extrait du cours, ou plusieurs extraits du cours que l'IA a été capable d'agréger avec pertinence, parce qu'il se situe à différents endroits de la séquence, mais qui ponctuellement répondent aux besoins de l'élève sur le moment où il se pose la question. Donc c'est bien une réponse de premier niveau, c'est-à-dire que ça ne remplace pas un enseignant dans le sens où l'IA n'est pas capable de reformuler et que nous savons tous qu'à un moment donné, un élève a besoin que l'enseignant reformule pour lui spécifiquement en comprenant où est sa difficulté. Mais c'est quand même une réponse de premier niveau et c'est ce que nous testons actuellement. Et puis je termine avec le troisième volet qui est plutôt
le potentiel de l'intelligence artificielle sur sa capacité à être prédictive. Isabelle parlait des traces d'apprentissage tout à l'heure. Et bien, si on entraîne un algorithme d'intelligence artificielle à partir de l'ensemble des datas, des traces d'apprentissage que nous avons, est-ce que nous pouvons, oui ou non, générer un algorithme prédictif des difficultés scolaires, des échecs scolaires, voire du décrochage scolaire, de manière à ce qu'on puisse mener des actions préventives suffisamment anticipées. Et comme nous sommes peu finalement en direct en contact avec nos élèves, tous ces sujets nous intéressent pour progresser dans notre qualité d'accompagnement des apprentissages et de la réussite de nos apprenants. Merci bien. Alors justement, mais tout ce qui vient d'être dit est très intéressant, mais il y a un petit paradoxe, c'est qu'on rappelle, et vous l'avez rappelé tous, le rôle essentiel du professeur, et en même temps, on le décharge de plein de tâches. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, en tout cas dans l'immédiateté de la réponse, mais aussi dans la contextualisation de cette réponse-là et de cette proposition. Moi, je voudrais vous poser la question, Axel, sur comment l'IA au quotidien peut contribuer justement à renforcer le rôle du professeur dans son expertise pédagogique, et puis aussi comment, parce que ça a été dit à un moment sur l'autonomie et l'engagement, comment l'IA peut contribuer à l'engagement des élèves. Alors, en effet, comme ça a été dit, on va proposer à l'enseignant, donc il y a toujours une proposition à l'enseignant qui reste le maître à bord, l'expert à bord du groupe classe qui l'accompagne, d'une proposition de différenciation, donc d'activité pour répondre aux besoins de chacun. On ne l'a pas évoqué, mais il y a les besoins par rapport à des difficultés d'apprentissage, et y compris des besoins par rapport à des élèves à besoins particuliers pour une école qui soit mieux inclusive, donc avec une adaptation des contenus pour les élèves en situation de handicap, pour être clair. On est sur une situation où on va proposer donc des activités pour répondre aux besoins de chacun par groupe de besoins. Donc on est sur une personnalisation, mais avec par exemple 3 groupes de besoins dans ma classe, et les élèves vont pouvoir bouger dans les différents groupes sur des recommandations basées sur le système d'intelligence artificielle. Quand on a cette proposition-là qui est faite, on peut penser à toute la classe travaille avec le système basé sur de l'IA, mais ce qu'on voit fonctionner parfois en classe, c'est certains élèves qui peuvent être en certaines facilités par rapport aux apprentissages vont continuer à s'entraîner, à travailler au bon niveau et au bon moment par rapport aux apprentissages, pendant que des élèves qui buteraient, qui rencontreraient des difficultés plus fortes, vont pouvoir bénéficier de l'assistance du professeur, qui va pouvoir gérer la plus grande complexité dans les apprentissages, en faisant expliciter la difficulté, en comprenant mieux, donc en étant à côté d'un petit groupe de 5 élèves qui sont sur les vraies difficultés, pendant que les choses un peu plus simples d'entraînement seront faites en autonomie avec le système basé sur de l'IA. Donc voilà, ça c'est une modalité de fonctionnement en disant le professeur doit pouvoir concentrer toute son expertise pour les élèves qui vont buter sur les difficultés d'apprentissage, parce que personne ne le fera mieux qu'un humain. Mais pendant ce temps-là, les élèves en facilité, eux, s'entraînent quand même au bon niveau et continuent à travailler en autonomie avec un système basé sur de l'IA. C'est une première perspective. La deuxième perspective, on l'a dit rapidement, mais le système d'IA hérite de tout ce qui a été évoqué, je crois, par Isabelle Ross, sur la gamification. Maintenir l'engagement de l'élève dans la tâche. Ces éléments de gamification permettent donc d'être plus motivés dans les apprentissages, et puis disons-le aussi simplement, pour certains élèves, le système numérique, donc basé avec de l'IA ou pas, a un critère neutre. C'est-à-dire que l'avis qui est retourné au professeur, à l'élève, pardon, quand il apprend, quand il échoue ou quand il réussit, est toujours neutre. Ce n'est pas un jugement d'un humain. Et de manière un peu surprenante, l'élève accepte presque de retravailler tout le temps face à un retour, un feedback qui émane d'une machine, parce qu'il n'y a pas de jugement de valeur. Il y a un jugement sur, à ce moment-là, tu as réussi ou tu as échoué à tel ou tel pourcentage, et je propose et proposer l'activité suivante au professeur qui te l'attribue ou pas. Cette neutralité et des techniques qui relèvent de la gamification pour maintenir un flot d'apprentissage, donc un flot d'engagement de l'élève, sont autant de facteurs positifs qui vont tous dans le même sens pour maintenir l'attention de l'élève. On sait que suivant que l'on va avoir 6 ans en CP pour entrer dans la lecture, ou 25 ans, comme Isabelle Ross le disait, ou au CNED, en adressant parfois des jeunes adultes aussi, qui sont en formation ou qui vont vers le baccalauréat en autonomie, ce ne sont pas les mêmes techniques. Donc il faut qu'on ait bien différents corps de métier qui viennent sur d'expérience utilisateur, de gamification, des meilleures techniques d'IA, et je le redis, en se basant sur des grands laboratoires de recherche, type ceux de l'INRIA, ceux du CNRS,
qui vont savoir comment on peut avoir les meilleurs algorithmes pour répondre aux besoins de chacun de nos services, en fait, et d'autres gens qui savent parfaitement adresser les jeunes publics, notamment ceux qui relèvent de la gamification. Donc on a besoin d'être sur savoir gérer les échecs dans les apprentissages, parce que c'est normal d'échouer, et de maintenir l'attention de l'élève pour qu'il continue à progresser, à s'entraîner, pour progresser systématiquement. Merci Axel. Changement de paradigme. On ne sanctionne plus l'élève, on l'incite à recommencer jusqu'à sa réussite. Ça, c'est très bien. Alors là, on revient. Ne me pose pas la question. On va passer aux questions bientôt et je voudrais écouter le panel qu'on a invité. Du coup, Alain, pendant qu'on était en train de discuter, je suis sûr que toute la salle a été en train de télécharger les guidelines. Mais concrètement, ça sert à quoi les guidelines pour nous, États membres? Comment ça va vraiment s'exécuter, se mettre en œuvre? Alors, je rappellerai ici que la Commission européenne et l'Union européenne n'ont pas la compétence directe, donc forcément, on agit en tant que recommandation. Et je te retournerai la question, c'est-à-dire que maintenant qu'on a publié ces guidelines, l'idée pour nous, c'est bien entendu d'avoir des retours de la part des États membres et de la manière dont ils sont utilisés sur le terrain. Et l'important, c'est de pouvoir effectivement passer de l'échelle européenne à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle locale, et de faire remonter, on est toujours sur cette question de fluidifier et d'être le plus en phase possible sur ces retours de feedback. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de notre côté, donc l'exercice auquel je me prête aujourd'hui, c'est un exercice de dissémination et on le fait à travers différentes occasions. À l'exemple, par exemple, lundi et mardi prochain, il y a la conférence UNESCO annuelle sur l'IA en éducation, auquel je présenterai aussi ces guidelines. Ma collègue sera en Irlande sur le e-twinning, le réseau des professeurs qui sont engagés. Je serai présent. Voilà, où tu seras présent et également. Donc, en réalité, nous, on est dans la dissémination actuellement. Et bien entendu, ce qu'on a aussi, et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il existe tout un tas de programmes. Et notamment, si on prend le programme Erasmus+, qui dépend donc différents programmes européens, Erasmus+, ou Digital Europe, le programme Horizon, si on est un peu plus techno. Erasmus+, partie éducation. Dans le Erasmus+, il y a aujourd'hui, en particulier, et la France y participe, un projet qui s'appelle AI for Teachers, qui est un projet sur 36 mois pour préparer à une formation et qui soit déclinable dans les différents pays, donc avec l'Irlande, la Slovénie, le Luxembourg et l'Italie. Merci. Je sais qu'ici, il y a un beau projet. Il y a en fait une quarantaine de projets en cours dans le programme Erasmus sur l'IA en éducation à tous les niveaux, depuis l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Et bien entendu, on regarde attentivement et on aura des résultats parce que l'essentiel de ces programmes ont démarré, on va dire, en 2019-2020, ce qui est tout à fait logique, hein, on est dans cette courbe. Donc ça veut dire qu'on va avoir pas mal de matière et de grains à moudre sur les retours d'utilisation et les retours d'expérience. C'est ça qu'on cherche, c'est avoir des retours d'expérience cadrés aujourd'hui donc sur ce programme Erasmus+. J'en profite d'ailleurs pour signaler que Erasmus+ 2023 est paru, le programme d'action est paru il y a 2 semaines de cela. Donc j'invite tous les collègues, les entreprises, toutes les parties prenantes à oser aller taquiner, je dirais, ces programmes, même si c'est toujours un petit peu compliqué de trouver, mais de faire des programmes donc avec plusieurs autres pays européens, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font ici, qui sont initiées soit par le ministère, soit par les entreprises, soit par l'écosystème global, soit par les collectivités et les dranes et le terrain. Et il est important que ce soit montré et développé du côté de nos collègues européens et partagé avec nos collègues européens. Donc l'importance pour moi là-dessus, c'est un appel à participer à ces projets, à ces groupes de travail. Donc je te retourne finalement en fait la question. Le travail, je ne dis pas qu'il a été fait. On a fait un premier pas. Maintenant, on va disséminer, regarder comment les États membres s'en saisissent et comment effectivement on peut avec eux construire une deuxième étape, probablement d'ici 1 an ou 2, sur des exemples plus concrets
et d'exemples de retour d'usage, avec toujours ce souci de partir des besoins d'enseignement et d'apprentissage. Vous l'aurez compris, c'est le leitmotiv là, de ce côté-là, et pas partir nécessairement uniquement de solutions techniques. Mais ce que disait aussi Isabelle, si tu me le permets, il y a toutes les... Parce qu'on a beaucoup dit IA, les deux Isabelle en réalité, et Axel. On parle d'IA, mais en fait, il y a des systèmes d'IA, des IA pour faire des choses différentes. Et entre l'IA, le système d'IA qu'on va utiliser comme tuteur intelligent de manière à accompagner à distance ou en situation hybride ou dans la classe, parce que voilà, c'est toutes les situations pédagogiques qu'on rebalait avec tous ces systèmes-là, ça nécessite en fait d'accepter aussi une pluralité, plusieurs possibilités et pas une seule possibilité. Et je m'arrête là, mon cher Philippe. Madame Isabelle Ross, en fait, forte de l'expérience dans votre académie, et l'Académie de Marseille est une académie en pointe au niveau des expérimentations autour des premières pratiques basées sur le système d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez partager avec nous l'évolution que vous avez perçue sur les représentations ou les perceptions qu'ont les professeurs dans le cadre des formations, les élèves ou les parents autour des sujets portés par des services basés sur de l'intelligence artificielle? D'accord. Donc, alors, la première chose, je pense, je vais faire les élèves, les enseignants et les parents. Au niveau des élèves, déjà, il y a un réel changement de la perception de l'outil numérique. C'est-à-dire qu'on était parti de le numérique pour jouer. Là, on est vraiment sur le numérique. J'apprends avec ces usages-là. Ils ont conscience de ce qu'ils apprennent, puisque souvent, c'est fait de sorte où l'élève est valorisé aussi. On a parlé tout à l'heure d'engagement, mais il y a aussi ce circuit de la récompense. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je réussis, ça se sait, ça se voit. Et pour l'élève, par contre, le statut de l'erreur, on l'a évoqué, est re-questionné. C'est-à-dire il a plus peur de se tromper. Ça ressort. Et j'irai vraiment sur le mot qui va un petit peu conduire, qui va être la colonne vertébrale de mes trois acteurs qu'on a cités, c'est la confiance. C'est-à-dire que la confiance que l'élève va pouvoir avoir en son enseignant, puisqu'il va se sentir un peu mieux considéré avec des exercices qui vont lui être plus adaptés, il va se sentir complètement à l'aise dans la classe. La relation à l'enseignant change énormément également. C'est-à-dire l'enseignant, il est aussi... on a un système horizontal et plus l'enseignant détenteur du savoir et qui diffuse un savoir, il est vraiment reconsidéré comme l'accompagnateur au niveau des apprentissages. Alors après, au niveau des enseignants, il y a une crainte quand même. On a dû les former sur leur rôle, et je le redis, cette crainte de dire oui, mais si on confie tout à l'IA, nous, quel va être notre rôle? Donc il a bien fallu à la fois les former sur quels sont les principes de l'IA, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte noire, sur quoi ça s'appuie, les sciences cognitives également. On a été force de proposition pour comprendre comment fonctionnait également le cerveau. Mais à côté de ça, une fois que les choses ont été planifiées, c'est vrai que, et là je remets, ils ont cette confiance en l'outil, cette confiance en la ressource et cette confiance en l'institution. Parce que ça, c'est important aussi, que le discours soit assez homogène sur le territoire, puisque y a eu un travail avec les cadres, donc personnel d'encadrement, les directeurs des écoles, en l'occurrence, parce que là, on était dans le premier degré, et jusqu'aux enseignants. Donc ça, c'est quand même assez important de le souligner. Quant aux parents, on a eu... les craintes, ce recours à l'écran, trop d'écrans, les élèves ont encore des écrans, on peut l'utiliser à la maison, nous on ne maîtrise pas, on ne sait pas comment gérer. Donc une fois, et là j'insiste bien sur le rôle de la coéducation sur cette thématique-là, c'est-à-dire qu'il faut faire qu'un avec les parents, les former, les informer, les acculturer, les faire entrer dans l'école, montrer ce qui est fait dans l'école pour montrer que bon, c'est pas de l'écran pour l'écran, et retravailler là-dessus avec les appuis des différents chercheurs. Et une fois que, pareil, la confiance a été gagnée, on voit réellement une continuité des apprentissages dans et hors l'école, et souvent les parents sont sécurisés. Certaines solutions peuvent être utilisées, et elles ont été utilisées dans des situations très, très spécifiques, où l'élève peut continuer son apprentissage
Et on va lutter contre cette fracture un petit peu qu'on peut rencontrer à la maison, de parents qui pourraient avoir des professeurs particuliers à la maison et d'autres qui ne pourraient pas l'avoir. Et c'est vrai que ces solutions-là permettent à l'élève, avec un suivi, avec le tableau de bord de l'enseignant, qui peut suivre ce qui se passe à la maison également, de continuer à s'entraîner sans forcément avoir recours à des structures extérieures ou privées qui viendraient et qui sont onéreuses de surcroît et contribuer un petit peu à cette fracture-là. Donc, moi, je pense que ce qui est important, et je vais conclure comme ça, c'est lisser cette fracture. Et je me dis que le travail, c'est du temps long. Je l'évoquais tout à l'heure, un quart de siècle sur une scolarité d'un élève. Et c'est là où il va falloir, et je pense que le lieu est propice à travailler les enseignants, les cadres, les collectivités, les entreprises, les chercheurs, et tous les personnels d'éducation nationale, se donner le temps de travailler ensemble pour justement construire le citoyen de demain. Mais c'est parfait. Et alors justement, on parlait de l'accompagnement de tout cet écosystème, les parents, les enfants, les élèves, les professeurs. Alors justement, Isabelle, comment au CNED on accompagne les professeurs et les élèves dans ce cadre particulier de l'enseignement à distance ? Alors, en fait, pour nous, sur le fait d'accompagner les élèves à distance, si on se base sur les dispositifs qui sont conçus à partir d'intelligence artificielle, il ne faut pas que ce soit une question d'apprendre à se servir de ces dispositifs. L'IA, finalement, elle travaille en coulisses. Elle génère certaines fonctions, certaines informations. Ensuite, c'est une question d'interface. Donc, comment travaillons-nous l'ergonomie d'interface pour que justement les utilisateurs, que ce soit des élèves ou des accompagnants pédagogiques, aient le moins de questions possibles à se poser, que ce soit intuitif et que finalement, ça suive un cours naturel d'appropriation sans avoir à réfléchir. Pour les élèves, l'enjeu, c'est qu'ils se concentrent sur leurs apprentissages et non sur la navigation dans la plateforme du CNED ou dans l'utilisation de tel outil sur l'empreinte mémorielle, etc. Donc, la gamification, l'ergonomie du parcours, on s'intéresse de près à tout ça et on conçoit les choses de cette manière-là. Et puis pour les métiers, si l'IA est au service de nos métiers internes qui sont là pour accompagner les élèves, eh bien, c'est de co-construire avec eux leurs besoins. Isabelle parlait tout à l'heure de tableau de bord, de fournir la bonne information au bon moment pour qu'ils fassent leur travail de manière sereine. Merci Isabelle. En une minute, parce qu'on va laisser ensuite des questions à la salle. Axel, on a parlé beaucoup de projets qui sont en cours, l'IA, elle existe réellement. Et c'est quoi les prochains projets pour le ministère alors pour le ministère, en fait, on a travaillé sur des assistants basés sur IA pour le CP-CE1, CE2 en français et mathématiques. On va continuer au niveau de l'école français, mathématiques et langue vivante, au collège et au lycée. Donc on lancera de nouveaux partenariats d'innovation intelligence artificielle. Dans le cadre des entreprises basées sur la tech, redisons-le, il faut toujours s'appuyer sur des chercheurs et des praticiens de terrain que sont les professeurs, mais il faut aussi qu'il y ait des entreprises qui soient en capacité de concrétiser et d'industrialiser des dispositifs pour les proposer de manière générale. Donc là, dans le cadre d'Educatech, vous avez de très nombreuses entreprises à rencontrer et le ministère travaillera sur ces solutions. Je vais un peu inverser la question, Philippe, sur le fait qu'avant, il était dans une étape où il était rare d'avoir des services basés sur de l'IA. Je vois qu'il y a mon collègue Marc Lopez qui est ici et qui opère d'autres marchés. Désormais, quels que soient les marchés qui sont portés, systématiquement, on voit des services basés sur l'IA qui vont irriguer tel ou tel service auprès du professeur. Donc, autant avant, c'était extrêmement original, autant maintenant, c'est quelque chose qui se répand très largement. Mais comme ça a été dit par les différents intervenants, nous devons rester très dans la maîtrise et le contrôle de qui le fait, pour qui on le fait, où sont stockées les données. Je crois que c'est un sujet que M. Ajoles connaît très bien. Et donc, on doit exercer cette vigilance pédagogique, scientifique, juridique et éthique sur les services qui seront développés. Merci Axel. Alors donc justement Isabelle, on va terminer avant de laisser le public nous poser des questions. Concrètement, comment le CNED collabore avec les EdTech, parce qu'on n'a pas parlé, on excuse Sylvanie qui ne pouvait pas être là, mais Duval qui représentait la FINEF et EdTech France sur cette séquence. Comment on travaille avec les EdTech et peut-être je pose aussi la question à Axel en même temps.
Alors nous, comme on travaille avec les EdTech, on commence toujours par établir des concepts basés sur le besoin de nos apprenants à distance et puis sur nos experts en interne, donc experts de l'enseignement à distance, hein, c'est le cœur de métier, pour évaluer des premiers concepts, donc des premières idées. Et ensuite, on rencontre beaucoup de EdTech qui ont déjà des dispositifs, des solutions existantes et on essaye de trouver lesquels ont le plus de points communs avec notre idée de départ. Et ensuite, on teste, on fait des preuves de concept dans des environnements de développement avec certains critères de sélection qui ne sont pas tous technologiques, hein, qui sont aussi beaucoup sur l'approche pédagogique et sur la cohérence pédagogique par rapport à nos scénarios de parcours d'apprentissage pour que ça s'intègre le mieux possible. Et une fois que c'est suffisamment abouti sur cette partie-là, on l'ouvre en pilote auprès des élèves, donc souvent on choisit des périmètres restreints d'élèves, un niveau, une classe, mais ça fait tout de suite 2000 ou 3000 élèves quand même. Hein. On progresse de cette manière-là vers l'industrialisation en allant vérifier véritablement les usages dans des situations réelles, c'est-à-dire qu'on éprouve les solutions. Alors on est dans le même cadre que ce qui vient d'être présenté pour le CNED. On accompagne et on initie, on impulse une politique publique autour du maintien de marché, type partenariat d'innovation, marché public, dans le cadre aussi de subventions, d'aide à des startups dans le cadre de la Commission nationale EduUp, dans lequel on peut accompagner des projets émergents qui ont besoin de développer des briques de nouvelles technologies basées sur IA. Par exemple, j'en cite deux. VitaScience, que vous pouvez rencontrer dans l'espace startup, qui développe des briques de programmation par bloc ou en codage, y compris avec de l'IA, et un autre, par exemple, Cartoon, qui développe un jeu auquel on peut jouer à 4 élèves vers la construction du sens du nombre et qui s'appuie sur de l'IA aussi. Donc on est sur de la subvention. On aurait pu citer aussi Plume, Bobidis, de très nombreux services. L'innovation, clairement, on a la chance en France d'avoir des entreprises qui innovent aussi beaucoup. Donc en fait, on apprend d'eux et on les accompagne et on initie aussi en maintien par des marchés, des subventions. On va laisser un temps d'échange avec le public. Si vous avez des questions, et pendant que certains, c'est toujours difficile de poser la première question, moi je voudrais quand même peut-être pas conclure parce qu'on comprend qu'on est au début d'une démarche qui va se poursuivre encore pendant plusieurs années puisqu'on va lancer des nouveaux programmes pour le cycle 3, le cycle 4, le lycée, en français, en maths et en langue vivante, basés sur l'IA. Et on comprend que ce sont des outils. Ça ne remplace pas le prof. Le seul qui est capable de poser un diagnostic pédagogique, c'est le prof. Que la donnée, c'est bien, mais ça ne réduit pas l'enfant, l'élève, le futur citoyen à un moment où il intervient. Il n'y a que le professeur qui peut contextualiser comment la donnée a été recueillie. Ce travail, parce que ce n'est pas des croyances, hein, ce sont des convictions basées sur la recherche avec notre partenariat avec Labo de recherche, INRIA, Flowers, CNRS, Lipsis, Lauria, Université de Nancy, Université de Sophia Antipolis, des partenaires comme Réseau Canopé, CNED, ONICEP. Enfin, c'est un écosystème. Et les EdTech, vous pouvez les retrouver aussi. Donc, on est dans une démarche où la réalité, elle est dans la classe. Ça doit être le plus simple pour les professeurs. Hein, on ne rajoute pas, ça se substitue à des parcours. Mais par contre, il y a évidemment la question de la personnalisation du parcours, mais aussi de cette obligation d'universalisme de l'éducation. Donc on est aussi sur cette démarche de rappeler qu'on prépare des citoyens à être dans un monde numérique et on les prépare à être non seulement des citoyens avec un esprit critique, actif. Donc c'est aussi une problématique de citoyenneté et donc de démocratie. Question. Voilà, je me dévoue pour amorcer la pompe. Marc Nice, Dran Paca. Alors, on a parlé des outils IA au service notamment de l'individualisation des parcours, l'accompagnement, l'aide à la décision pour les enseignants. Quelles sont les actions que vous pouvez citer aussi ou la visibilité qu'on peut avoir pour accompagner les professeurs dans la prise de conscience du fait que l'IA est déjà complètement intégrée dans les outils qu'ils utilisent, les élèves aussi, y compris dans leur vie privée.
Quand on fait du PIX, il y a de l'IA. Quand on va sur un moteur de recherche, il y a de l'IA. Il y a beaucoup d'outils qu'on utilise, avec tout ce qu'il y a derrière aussi comme impact socioculturel, avec les biais cognitifs et autres. Donc quels sont les moyens que vous avez mis en œuvre pour faire prendre conscience aux enseignantes, aux enseignants que l'IA est déjà dans leur métier? Si tu permets, je rebondis, puisque typiquement la démarche que nous avons eue sur la production de ces lignes directrices côté européen avec l'ensemble des États membres et l'ensemble des experts qui sont venus des différents horizons, hein, experts de l'IA, experts de l'éducation, experts des neurosciences, etc., c'est effectivement de proposer une démarche commune et c'est là que, avec ces démarches de cas d'usage pratique, alors générique, nous aussi, nous n'avons pas cité de produits particuliers, mais en fait, il y a plusieurs démarches qui sont les tuteurs intelligents, qui sont l'apprentissage des langues vivantes, et la recherche des moteurs de recherche. Et quand on part sur le projet Erasmus AI for Teachers, si je me permets de donner un mot, il y a un MOOC qui va être produit, mais aussi un textbook qui a plein d'exercices qui montre justement les outils du commun qui sont utilisés au quotidien. Et donc c'est en faisant prendre cette conscience-là. Et le dernier point, c'est qu'il faut aussi se poser toujours la question de savoir si on va utiliser dans le cadre des apprentissages et de l'enseignement un système d'IA qui est générique pour tout le monde, pour les citoyens qu'on rencontre tous les jours, ou si par moment il va falloir utiliser des systèmes plus adaptés à nos besoins, je dirais, d'apprentissage et d'enseignement, pour correspondre aussi au curricula et aux missions que l'on doit remplir, bien sûr. Un point en complément, effectivement, à l'occasion des services basés sur l'IA, pour nous, c'est au-delà de l'enjeu pédagogique, c'est un enjeu d'acculturation, se partager des représentations correctes. Donc il ne s'agit pas de faire de chacun des data scientists ou des experts en IA, mais de comprendre de quoi on parle. Donc insister bien sur le fait qu'il s'agit de science et que de ça. Donc pas d'esbrouf, pas d'autres sujets. Donc c'est un moyen de concrètement pratiquer des systèmes d'IA avec leurs forces, avec leurs limites, et d'en prendre conscience. Il y a un enjeu déterminant pour ça, parce que comme vous l'avez dit, on est dans un point où les élèves sont sollicités en permanence par le système basé sur l'IA, dans leur smartphone, dans leurs réseaux sociaux, etc. Les industriels qui font commerce des données des élèves et des adultes notamment, vont toujours adresser les consommateurs. Si l'école ne s'empare pas de ces sujets-là et de les cultiver, on ne formera pas de citoyens. Il s'avère que la boucle d'adresse des consommateurs tourne en permanence nuit et jour. Si l'école ne s'empare pas de cette occasion-là de formation des citoyens, clairement, on perd quelque chose. Alors il y a d'autres coins du monde où c'est moins grave, très à l'Est, en fait, sur lequel ils fonctionnent comme ça, parce que leur régime ne pose aucun souci par rapport à ça. Mais nous, c'est une occasion d'acculturation. Une première brique. En cela, on se réinscrit pleinement dans ce qui avait été pointé par Cédric Villani dans son rapport AI for Humanity, sur le fait de dire chacun se doit d'avoir un bagage minimum pour rester ancré dans quelque chose qui relève de la science et du progrès. Et si ce n'est plus un progrès pour l'homme, alors il ne faut plus en servir. Ouais, il faudrait plusieurs séquences. Je termine avant votre question. La meilleure façon de montrer ce qu'on fait et de rassurer les professeurs, c'est ce qu'on fait actuellement, c'est que co-construire. Enfin, parler de la transparence des algorithmes, c'est une chose, mais co-construire les algorithmes avec les professeurs comme on le fait et diffuser l'information et avoir des sites compagnons qui expliquent comment on l'a fait, ça aussi c'est important. Et on compte aussi sur les DRAN et les DAN pour diffuser cette information-là. Madame, une question et on répond rapidement pour avoir une dernière question. Alors, bonjour, je suis Evelyne Huret de France Éducation Internationale qui coordonne le projet AI 40. J'en profite pour remercier la Commission européenne de son financement sur ce projet de 2 millions d'euros avec 17 partenaires, je le rappelle. J'avais deux questions. La première pour Axel qui est comment réagissent les enseignants sur l'expérimentation qui est en cours sur le projet AI 40. Et la deuxième peut-être qui est sous forme de question à Alain Tillet. On fait face dans ce projet à un problème de protection des données entre les différents États membres. Quelle solution peut proposer la Commission européenne pour y faire face? Je vous remercie beaucoup. Merci Madame Huret. Alors, en réponse très rapide pour avoir la chance d'avoir une autre question, clairement, il y a une très forte appétence, une très forte curiosité de la part des professeurs. Donc, dans le cadre d'I40, on adresse les professeurs au niveau du lycée pour les enseignements de mathématiques et de langue vivante. Clairement, les professeurs ont très envie de voir, de tester, de mettre les mains dans le cambouis, de tester des choses et d'échanger entre eux. Donc d'échanger entre professeurs, par exemple en France, mais aussi de voir comment le sujet est pris en compte en Irlande, en Italie, etc. Donc il y a ce besoin d'échanger et d'avoir un espace proposé pour échanger entre collègues, entre pairs, sur des transformations qui sont en cours. C'est-à-dire qu'on est au milieu du gué,
On ne sait pas forcément où est de l'autre côté de la rive et ils ont envie d'échanger pour se réassurer et pour apprendre ensemble. C'est pour la première partie de la question. Ouais, et la deuxième, d'abord la question et Alain répondra aux deux et on conclura. Oui, question très rapide. Raphaël Lombard-Briou, je suis directrice de l'école académique de la formation continue de Versailles. Une question sur l'usage de l'intelligence artificielle pour la formation des personnels. Quels usages peut-on envisager pour leur formation? Merci. Bien, alors je vais essayer d'être très très rapide sur la question de la protection des données. Bien entendu, l'ensemble des textes et le GDPR s'applique automatiquement. Donc effectivement, ça fait partie. La question des biais ou des fuites de données sont partie prenante de la construction des solutions d'IA. Donc ça, forcément, ça se traite, on va dire, avec l'anticipation de ces questions-là lors du design des solutions, donc le plus en amont possible, et plus les enseignants sont sensibles à cela sans avoir une crainte, plus tu me mets le stress, plus je vais... Voilà. Sans avoir une crainte, je dirais, démesurée, et pour rester dans le cadre de confiance, en fait, voilà, ça se travaille, ça se vérifie. Il faut savoir que ça fait partie d'un des piliers qu'il faut regarder. Sur la question de la formation des personnels, Magistère, vous avez tout un panel de formation et c'est fini. Mais c'est fini pour la séquence. Mais on vous répondra. On vous répondra. On vous remercie pour votre participation et merci d'avoir été si nombreux à nous écouter. Et n'hésitez pas à télécharger les guidelines et nous retrouver sur notre stand Éducation nationale. Merci.